Bonjour, bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans cette session d'information sur les contrats doctoraux fléchés de l'Institut des Amériques, donc contrats doctoraux qui s'étendront de 2025 à 2028 et qui concernent 3 des 12 pôles de l'Institut des Amériques, à savoir la Californie, le Texas et le Cône Sud en Argentine. Je vous souhaite donc la bienvenue et je vous remercie pour votre intérêt pour ce dispositif de mobilité étudiante et de financement de thèse. Nous allons donc vous livrer dans cette session d'information toutes les informations utiles pour comprendre l'environnement de ces contrats doctoraux ainsi que le processus de sélection et nous répondrons également à vos questions. Donc, nous allons commencer par un rapide tour de table. Les différents intervenants qui sont présents dans cette session d'information et qui l'ont préparée vont se présenter. Puis, j'indiquerai le déroulement de la session d'information en 3 temps. Et je précise dès à présent et avant de donner la parole au reste de l'équipe pour se présenter que cette session d'information est enregistrée et qu'elle sera mise à votre disposition dans son intégralité sur le site de l'Institut des Amériques. Vous pourrez donc retrouver les informations que vous n'auriez pas le temps de noter si nous les livrons trop rapidement. Donc voilà pour les modalités d'organisation. Et donc, je commence par me présenter. Donc, je suis Laurence Kossu-Beaumont, professeure en histoire et culture des États-Unis à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. Et je suis aussi vice-présidente de l'Institut des Amériques, plus particulièrement chargée donc du portefeuille Relations internationales, qui comporte précisément les contrats doctoraux dont nous allons parler aujourd'hui. Et je passe donc la parole à Luis Miguel. Merci Laurence. Moi, je m'appelle Luis Miguel Camargo. Je suis responsable adjoint de l'Institut des Amériques, chargé de la coopération internationale et docteur en études politiques. Je donne la parole à Françoise. Merci Luis Miguel, merci Laurence. Bonjour à tout le monde, bonjour Anouk. Donc, je m'appelle Françoise Coste, je suis professeure d'études américaines à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et je suis ici en tant que membre élu du conseil scientifique de l'IDEA et au sein du conseil scientifique, je siège à la commission coopération internationale au sein de laquelle, c'est un peu compliqué tout ça, mais au sein de laquelle je suis plus spécialement en charge des contrats doctoraux, du recrutement, de la sélection des contrats doctoraux, et je suis donc la présidente du jury qui étudiera toutes les candidatures cette année et choisira les 3 candidats sélectionnés pour ces 3 pôles. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour, je suis Anouk Vinci, je suis chargée de coopération internationale au sein de l'équipe administrative de l'IDEA. Donc, je travaille en binôme avec Luis Miguel. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous de vous être présentés. Et vous allez le voir, donc la manière dont nous allons organiser la prise de parole et la présentation des informations correspond un peu à ce que nous représentons ici dans la réunion. Donc à la fois, pour ma part, le bureau qui pilote l'Institut des Amériques, et je vais donc commencer cette présentation par justement vous parler un petit peu de l'Institut des Amériques, vous présenter le réseau de recherche et vous expliquer à quel titre il héberge et anime 12 contrats doctoraux dont 3 sont mis au concours aujourd'hui. Donc, pour cette représentation du bureau et de l'environnement général de l'Institut des Amériques. Et puis ensuite, je vais passer la parole à Luis Miguel Camargo et Anouk Vinci, qui, eux, représentent effectivement l'équipe administrative qui gère au quotidien beaucoup de choses, mais tout particulièrement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, cette équipe suit les doctorants et doctorantes qui sont en contrat doctoral à l'étranger. Ils sont accompagnés par cette équipe que représentent Luis Miguel et Anouk. Et donc, tous les deux prendront la parole dans un deuxième temps pour vous parler plus précisément de cet accompagnement des contrats doctoraux. Et enfin, donc l'Institut des Amériques, c'est aussi un conseil scientifique qui fait partie de sa gouvernance, que Françoise Coste représente donc ici aujourd'hui. Et elle interviendra donc dans un troisième temps en sa qualité, vous l'avez compris, de présidente du jury pour la sélection sur les 3 contrats qui sont mis au concours. Elle interviendra donc dans un troisième temps pour vous parler justement de ce processus de sélection. Donc, petit 1, l'Institut des Amériques, petit 2, les contrats doctoraux et petit 3, la sélection 2025.
Donc, suite à ces présentations qui devraient prendre une trentaine de minutes environ, nous passerons au temps des questions. Ces questions des participants et participantes sont à être formulées donc dans le chat. On va les consigner et les suivre. Vous pouvez donc poser vos questions, je dirais, dès à présent et au fur et à mesure de la présentation, s'il y a des besoins de précision, voilà, des compléments d'information qui sont nécessaires. Mais nous prendrons ces questions dans la session de questions-réponses qui suivra la présentation formelle. Voilà, j'espère que tout est clair. Et je vais donc, dans un premier temps, garder la parole pour vous parler de l'Institut des Amériques, qui est ici présenté sur la diapositive qui s'affiche pour vous, et donc vous expliquer ce que c'est que l'Institut des Amériques et quelle est l'insertion des contrats doctoraux dans les dispositifs généraux de l'Institut des Amériques. En effet, l'Institut des Amériques, ce n'est pas seulement 12 contrats doctoraux et les 3 contrats qui vous intéressent aujourd'hui si vous êtes venu assister à cette réunion. C'est beaucoup plus vaste. C'est un réseau de recherche et un réseau de coopération internationale qui, au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche en France, se présente sous la forme de ce qu'on appelle un GIS, donc un groupement d'intérêts scientifiques, et qui existe dans le paysage de la recherche et de la coopération internationale depuis 2007. Donc le but de ce GIS, de cet Institut des Amériques, de ce réseau de recherche qui comporte, je le rappelle, et toutes les informations sont disponibles sur notre site, ce réseau comporte une soixantaine d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, donc essentiellement des universités, et environ 1000 chercheurs et chercheuses, 250 unités de recherche. Donc voilà pour son ampleur. Bien, le but donc de ce réseau, c'est de fédérer et d'animer toutes les recherches sur les Amériques dans une perspective qui est le plus possible transaméricaine, qui se déroule en France, mais bien sûr en partenariat avec de nombreux interlocuteurs sur le terrain dans les Amériques. Donc le GIS, pour comprendre la manière dont il fonctionne, et ça va impacter bien sûr les contrats doctoraux dont on parle aujourd'hui, le GIS est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est notamment celui qui nous confie les 12 contrats doctoraux que nous animons et pour lesquels nous recrutons donc cette année pour 3 d'entre eux. Mais le GIS a aussi pour partenaire et financeur le ministère des Affaires étrangères, donc dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que le CNRS, donc Institut de recherche, l'Université Sorbonne Nouvelle qui est membre fondateur et le Campus Condorcet. Donc le Campus Condorcet est un campus en sciences humaines et sociales qui se trouve à Aubervilliers et où l'Institut des Amériques est en fait localisé. C'est là que se trouvent nos bureaux. Donc, dans le cadre de ce vaste réseau, et grâce à ces financements qui sont donc ceux des ministères, mais aussi ceux des universités membres, chaque université membre cotise, et bien avec ces financements, les membres du réseau et les équipes dont une partie est présente aujourd'hui s'attachent à réaliser les 3 objectifs qui sont ici visibles sur la diapositive, à savoir soutenir et décloisonner la recherche en sciences humaines et sociales sur les Amériques. Donc, vraiment, ce que ça veut dire, c'est essayer de mettre en relation et de développer des projets collectifs qui seraient interdisciplinaires. Donc ça va vous intéresser directement par rapport à des projets de thèse individuels que vous allez apporter dans ces candidatures, puisque l'Institut des Amériques est fondamentalement pluridisciplinaire. Donc vraiment, sans vouloir limiter, la liste que je vais citer n'est pas exhaustive, mais sont représentés à l'Institut des Amériques aussi bien la littérature comparée que l'histoire, les sciences politiques, l'anthropologie, le droit, la géographie. Et je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps, mais encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Et surtout, ce qu'on essaye donc de forger, ce sont des collaborations entre ces disciplines. De même qu'il y aura des collaborations, nous recherchons le plus possible des collaborations entre les terrains américains, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, des collaborations entre jeunes chercheurs et jeunes chercheuses et chercheurs et chercheuses plus confirmés. Et aussi, on pourra en parler tout à l'heure,
le plus possible, et c'est aussi le sens du mot décloisonnement, une ouverture vers la société, hein, une recherche qui ne reste pas confinée entre les murs de l'université et des centres de recherche, mais qui s'ouvre vers l'université. Et cela aussi va intéresser tout à fait directement les missions des doctorants et doctorantes qui seront en contrat avec l'Institut des Amériques. Donc, deuxièmement, essayer de donner le plus de visibilité possible aux travaux du réseau au niveau national et international. Ça, par exemple, ça passe par notre revue scientifique IDEAS, qui est une revue donc transaméricaine, transdisciplinaire et qui est disponible librement en ligne. Ou encore donner de la visibilité grâce aux congrès et colloques que nous organisons avec nos différents partenaires. Et enfin, troisième point, hein, rendre donc accessibles ces recherches à des publics universitaires. J'en ai parlé déjà à l'instant. Alors, je pense que nous pouvons passer, et merci beaucoup, à la diapositive suivante où je voudrais donc dire un mot rapide de l'insertion des contrats doctoraux fléchés Institut des Amériques, de ces contrats doctoraux internationaux, leur insertion dans l'environnement plus vaste de l'Institut des Amériques. Et donc, voilà, en plus de ces actions que j'ai vraiment pu nommer très rapidement, hein, donc organisation d'événements scientifiques, revues, partenariats divers avec la société civile, eh bien, effectivement, l'Institut des Amériques, c'est aussi ces 12 contrats doctoraux financés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais entièrement gérés par l'Institut des Amériques, que ce soit donc pour le recrutement, qui va commencer très prochainement, ou pour le suivi ensuite des doctorants et doctorantes lorsqu'ils sont en poste à l'étranger. Et donc, ces 12 contrats doctoraux, vous le voyez hein, sur la carte, ils sont répartis sur tout le territoire de l'Amérique, de l'Amérique du Sud, en passant, enfin, jusqu'à l'Amérique du Nord et le Canada en passant par l'Amérique centrale. Et donc, plus précisément sur cette carte, vous les repérez, nous avons au concours cette année, en 2005, pour des contrats de 3 ans 2025-2028, eh bien, 3 pôles qui vont se doter d'un nouveau coordinateur et d'une nouvelle coordinatrice, donc d'un nouveau doctorant ou doctorante qui va aller réaliser sa thèse et accomplir un certain nombre de missions d'animation dans ces 3 pôles, qui sont donc pour 2025 le pôle Cône Sud en Argentine et 2 contrats états-uniens, l'un au Texas à Austin et l'autre donc en Californie à Los Angeles. Il est important de comprendre aussi l'insertion de ces 3 contrats et de chaque contrat individuellement dans. Je regarde, on peut regarder la carte, on peut juste regarder la carte à nouveau. J'ai parlé tout à l'heure de la perspective transaméricaine qui était très importante. Chaque contrat n'est pas isolé, chaque pôle n'est pas isolé. Il fait partie de cet environnement de ces 12 pôles et beaucoup de collaborations, en tout cas nous les encourageons, existent entre chacun de ces pôles. Donc c'est important, même si vous êtes présent dans cette réunion parce que vous êtes intéressé par un pôle en particulier, de voir que ce pôle qui vous intéresse, il s'insère dans un ensemble de 12 pôles qui vont être amenés à travailler ensemble, par binôme, par trinôme, évidemment dans des logiques parfois régionales, mais pas exclusivement de proximité. Donc bien avoir cette ouverture et cette perspective à l'esprit. Et dernier point sur cette diapositive, il faut rappeler que ces contrats, peut-être le savez-vous, mais ces contrats doctoraux en mobilité sont très rares. C'est un peu une singularité de ces contrats Institut des Amériques, puisque eh bien, les universités mettent aussi au concours, bien sûr, un certain nombre de contrats doctoraux auxquels vous avez peut-être songé à candidater, mais ces contrats doctoraux se réalisent quasiment toujours en France et pas en mobilité à l'étranger, ce que l'Institut des Amériques permet en organisant pour vous l'accueil du doctorant et de la doctorante dans le pôle international avec des partenaires locaux dont on va parler justement dans les diapositives suivantes. Et donc, les 2 diapositives suivantes, en fait, vont vous permettre de comprendre la spécificité du contrat doctoral de l'Institut des Amériques. Peut-être pensez-vous que c'est être à l'étranger. Oui, ça, c'est déjà un premier point. Mais la spécificité, c'est vraiment une articulation entre
la réalisation d'une thèse, c'est la prochaine diapositive, et l'animation d'un pôle international, puisque si vous êtes lauréat ou lauréate, eh bien, vous résidez à l'étranger et vous avez aussi des missions d'animation sur place. Et donc ça, ce sera donc la prochaine diapositive, mais c'est très important d'avoir à l'esprit cette articulation entre deux missions, deux objectifs. Bien sûr, faire sa thèse, d'une part, mais aussi, d'autre part, animer un pôle international, ce qui ne se produit pas, il n'y a pas d'équivalent lorsqu'on a un contrat doctoral franco-français, je dirais, dans une université en France. Alors, pour cette diapositive, ce qui nous importait de vous rappeler, c'est que l'exercice de la thèse, la conduite de la thèse, c'est un peu une idée préconçue que l'on peut avoir. Ce n'est pas un exercice solitaire. Alors oui, le gros du travail est porté évidemment par le doctorant et la doctorante qui fait sa thèse, mais dans un environnement de soutien. Et lorsqu'on est titulaire d'un contrat doctoral de l'Institut des Amériques et qu'on le réalise en mobilité à l'étranger, on est quand même très en lien et tout à fait suivi pour la conduite de sa thèse par des interlocuteurs en France. Donc bien sûr, principal interlocuteur ou interlocutrice sera bien évidemment le directeur de thèse ou la directrice de thèse, mais il faut savoir que ce contrat doctoral, même s'il est sous l'égide de l'Institut des Amériques, il est néanmoins ancré dans une école doctorale, qui sera votre école doctorale, l'école doctorale de rattachement du doctorant et de la doctorante, avec qui il faut rester en contact. Et voilà, c'est une diapo qui se focus sur la France, mais en fait, la diapo suivante est liée à celle-ci, puisque les missions d'animation scientifiques et autres que le doctorant ou la doctorante réalise à l'étranger, c'est souvent en lien aussi avec son école doctorale qui peut être cofinanceuse. Donc, voilà, on pourra vous réexpliquer tout ça si ça n'est pas clair et vous pouvez avancer dans cette compréhension d'un environnement qui peut être assez complexe, mais qu'il faut bien comprendre avant de se lancer dans ce projet de contrat doctoral avec l'Institut des Amériques. Le lien avec à la fois l'école doctorale et le laboratoire de l'université où les doctorants sont inscrits reste très important, mais évidemment, en plus, dans ces contrats spécifiques, vous êtes aussi suivi par un certain nombre de responsables et de référents qui appartiennent au réseau de l'Institut des Amériques. Donc, ça vient s'ajouter dans les collaborateurs et collaboratrices avec lesquels on est amené à travailler lorsqu'on réalise une thèse à l'étranger. Voilà, ça vient s'ajouter à celles et ceux qui vous aident, le cas échéant, à animer le pôle. Et c'est ce qui est présenté sur la diapositive suivante, l'animation du pôle lorsqu'on est en poste à l'étranger. Et pour cela, je passe la parole, je pense à Luis Miguel. Merci beaucoup, Laurence. Et dans ces schémas, on a essayé d'organiser, de structurer la coordination d'un pôle. Donc, vous trouverez un peu l'écosystème dont parlait Laurence, qui entoure et qui accompagne chaque doctorant, doctorante, coordinateur, qui a la charge de la coordination ou l'animation de ces pôles. Donc, en premier plan, au premier niveau, on trouve l'équipe des relations internationales. Et donc, notre rôle va être celui de structurer ces dispositifs. Donc, aussi bien par la réception de fonds qui nous ont été alloués par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui vient de changer de nom et je ne l'ai pas en tête parce qu'il a fusionné avec l'éducation nationale, et qui établit aussi les conventions avec les universités françaises auxquelles vous serez rattachés. Et également, il s'agit de faire un suivi de vos travaux, à la fois de votre intégration sur place, mais aussi des projets d'animation scientifique que vous mènerez dans les Amériques. Et il y a aussi l'institution d'accueil, donc c'est le partenaire qui, dans les Amériques, a accepté d'héberger ces pôles. Et donc, le rôle principal, c'est de vous accompagner et de vous permettre de bien vous insérer dans le tissu scientifique et institutionnel et dans ces pays-là. Et vous allez voir, donc, tout à l'heure, ces partenaires sont différents selon le pays, mais aussi les types de liens que nous tissons est parfois un peu différent, mais de manière générale, il s'agit d'assurer
un appui pour l'obtention d'un visa, un appui pour l'obtention d'un espace de travail, la possibilité d'avoir une ligne budgétaire, un soutien d'un gestionnaire pour mener vos activités avec un budget modeste qu'on alloue pour l'animation scientifique et surtout l'intégration scientifique. Enfin, il y a aussi des référents scientifiques des deux côtés. Donc, on a des référents qui sont du côté du partenaire, donc et les référents locaux et des référents IDEA. Ces référents IDEA sont parfois issus du conseil scientifique, mais pas forcément. C'est aussi d'autres collègues qui ont un rapport au terrain privilégié et qui sont spécialistes de ces terrains, donc qui sont les plus à même de vous accompagner justement pour votre intégration, de vous donner des conseils pour votre projet de thèse. Parfois, ces référents intègrent aussi vos comités de thèse. Ça, c'est toujours une possibilité et c'est toujours bien opérationnel. Et ils vont également être là aussi pour nous assister lorsqu'il y a des démarches administratives, de transformation institutionnelle et des changements de personnes, des référents. Donc, ils sont là aussi pour faciliter ces mises en contact. Je mets l'accent sur ces référents pour dire les pôles est un dispositif construit autour des doctorants et doctorantes, mais il facilite aussi un certain nombre de coopérations. Donc, ces chercheurs déjà confirmés, donc du coup, à travers vous, font vivre aussi cette coopération scientifique française, donc, et qui va au-delà aussi de vos propres missions. Et enfin, l'université des rattachements dans laquelle vous allez vous inscrire en thèse, qui va établir le contrat doctoral et qui va évidemment suivre les processus d'accompagnement via le comité de thèse, la formation doctorale, etc. Dans ces tableaux, on voulait simplement mettre l'accent, mettre la focale sur le rôle de l'IDEA. Et avec ces graphiques, vous rappelez à nouveau que le dispositif est construit et structuré autour justement des lauréats-lauréates. Donc, vous le voyez au cœur du schéma. Et le mot, en tout cas, qu'on voulait passer pour ce message, outre le fait que vous n'êtes pas seul, comme disait Laurent, c'est aussi que ce travail s'est fait en articulation, en concertation, en dialogue avec cet ensemble d'acteurs. Et ce qui est un lieu privilégié, et c'est la raison pour laquelle parfois le ministère parle d'un rôle des diplomaties scientifiques. Vous allez être sur place et jusqu'à un certain point, devenir des ambassadeurs aussi de la recherche française américaniste. Et donc, ça vous donne une vision aussi, et pas toute particulière, de la recherche par rapport à d'autres types de contrats doctorants. Donc, à gauche, vous verrez un peu détailler les rôles que j'ai déjà évoqués rapidement. Donc, pour vous, principalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous accompagnons Françoise, Laurence et tous les jurys pour la procédure de sélection et que nous organisons aussi trois journées de formation et à laquelle sont conviés les lauréats et lauréates et donc à partir de laquelle on essaie d'établir les bases pour que la durée du mandat se passe au mieux. Et enfin, juste, ça ne s'arrête pas uniquement à la fin de votre contrat. L'IDEA pense ce dispositif aussi pour vous accompagner à l'ascension professionnelle. Donc, si l'animation scientifique elle est requise dans les pôles, c'est aussi parce qu'on croit et on l'a constaté que ça va faciliter votre insertion professionnelle, que ce soit dans le milieu de la recherche, de l'enseignement supérieur ou ailleurs. Parce que ça va vous doter de compétences et d'animation et des dialogues, de concertation, de gestion de budget qui sont nécessaires pour la suite de votre carrière. Et là, je passe la parole à Anouk. Oui, donc pour continuer sur ce que disait Luis Miguel, concernant l'accompagnement quotidien de l'équipe de l'IDEA, c'est vrai qu'on voulait insister aussi sur cet accompagnement quotidien, puisque la spécificité de ce contrat, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, ce qui est une richesse. Donc vous avez votre employeur qui est l'université d'origine, l'institution partenaire qui va vous accueillir, mais donc il est important aussi qu'on maintienne un contact au cours
cours des 3 ans de votre contrat et même après, si nécessaire et si possible, pour vous accompagner au mieux, notamment pour la partie animation scientifique. Donc cette diapositive reprend un petit peu les différentes missions qui sont celles de l'équipe RI au sein de l'IDEA. Donc, on a déjà parlé du suivi pour concevoir un événement, pour vous aiguiller dans l'animation scientifique qui débute avec la formation qui aura lieu fin juin 2025 pour les lauréats et lauréates. Cette année, il semblerait que la formation aura lieu entre le 24 et le 26 juin. Puis, donc, tout au long de votre contrat, être tenu au courant des événements que vous organisez pour vous aider au mieux et aussi pour vous aider dans la valorisation de ces activités scientifiques, puisque l'équipe RI est également chargée de vous accompagner pour ce qui est diffusion de vos activités au sein du réseau IDEA, et donc facilite aussi ce contact avec tout le réseau de l'Institut des Amériques en diffusant sur notre site, sur nos réseaux sociaux, via tous nos outils, les activités que vous réalisez, que vous organisez ou auxquelles vous participez dans les Amériques. Donc, vous avez un petit peu ici la liste des missions de l'équipe Relations internationales concernant les pôles. Et donc, le message premier de cette diapositive, c'est de maintenir le contact avec l'équipe de Relations internationales et pour faciliter cet accompagnement quotidien tout au long de votre contrat. Concernant la suite la fin de votre contrat et la suite de votre carrière, donc cette prochaine diapositive concerne l'insertion professionnelle en France et à l'étranger. Donc ça a déjà été mentionné par Laurence et Luis Miguel. Ces contrats, puisque vous êtes au cœur d'un réseau, facilitent aussi votre insertion professionnelle suite à votre contrat, donc dans votre cas après 2028, puisque vous gagnez aussi des compétences, notamment en organisant des événements scientifiques. Comme je le disais, donc c'est une opportunité de vous construire tout un réseau universitaire à la fois en France et à l'étranger. Puis évidemment, c'est une opportunité donc de progresser en langue pour celles et ceux qui auraient encore à progresser, puisque vous serez sur le terrain pendant 3 ans. Et je laisse la parole à Luis Miguel pour la suite. On voulait vous dire aussi que la politique scientifique de l'Institut des Amériques, qui est en cours depuis 2023, elle met au cœur de nos travaux, du réseau, ce qu'on appelle l'agent recherche, donc le travail des doctorants et ensuite des jeunes docteurs. Et donc, je le signale pour dire, il y a dans la diapositive, vous verrez que on accompagne aussi pour que cette production scientifique se tienne dans différents formats. Donc, l'IDEA a tenu à intégrer au sein de ces différents instances de gouvernance et d'opération l'agent recherche. Donc, vous trouverez, et je voulais juste faire mention en fait que actuellement deux anciens coordinatrices des pôles internationaux font partie du conseil scientifique de l'IDEA. Et ils ont été également intégrés à notre congrès biennal. Ils ont fait partie des jurys des festivals de cinéma documentaire que nous organisons. Ils ont présenté des travaux et des séances dans les séminaires qu'on organise avec l'École normale supérieure, qui est devenue aujourd'hui un webinaire. Bon, juste pour vous mettre l'accent sur ça. Et tout ça à nouveau pour rappeler que cette préparation du coup à l'insertion professionnelle, elle est importante. En général, on consacre un espace de congrès biennal à parler de ça, de défis, des possibilités, voire des retours d'expérience. Et on a différents outils pour vous accompagner. Et l'enquête que nous avons menée auprès des anciens et anciennes de contrats doctoraux montre à quel point ces anciens lauréats ont pu bien s'insérer dans différentes fonctions, notamment aussi évidemment en tant que maître des conférences, maîtresse des conférences, mais également en tant que chercheur ou spécialiste, expert dans différentes institutions nationales ou internationales. Et là, je passe la parole à Françoise. Merci. J'ai l'impression d'ouvrir ma vidéo. Alors, plus précisément, notre appel à candidature, qui vous intéresse
puisque vous êtes là aujourd'hui, les conditions pour pouvoir candidater. Ce qui est très important, c'est que vous ne devez pas déjà, au moment de la candidature, être inscrit en thèse. C'est-à-dire que le profil qu'on attend au moment de la candidature, c'est des personnes qui sont en train de finir leur master. Donc, soit en fin de M2, c'est-à-dire qu'il leur reste encore, ils sont en train de rédiger le mémoire, ils vont bientôt le soutenir, ou qui ont déjà fini le M2 et qui sont dans une année de transition. Mais en tout cas, inscrit au moment avril-mai où vous candidatez, votre dossier ne sera pas considéré comme recevable. Donc, il faut être en préparation de thèse, préparation d'inscription, pas déjà inscrits. Et il faut aussi, deuxième condition, prévoir une inscription en thèse dans une des universités qui fait partie de notre fameux réseau. Je crois qu'on le verra à la fin de la slide, la suivante, vous aurez toute la liste. Donc, voilà, il faut finir son master 2, s'inscrire dans une université partenaire. Alors, évidemment, ça veut dire qu'au moment du recrutement, si par exemple vous êtes, c'est bien que vous n'avez pas fini votre master 2, on ne l'exige pas. Par contre, et si vous êtes recruté, entre le mois de mai où on vous dit, OK, c'est bon, vous êtes lauréat, et la rentrée de septembre, il faut absolument avoir fini le M2. C'est-à-dire que le recrutement se fait sous condition de terminer le master. Avant de s'inscrire en thèse en septembre 2025. Alors, le profil qu'on recherche dans les candidats que nous auditionnons et puis que nous recrutons. Alors, bien sûr, il y a l'excellence académique, cela va sans dire. Donc, on va regarder les notes du master en particulier, par exemple celle du M1 si vous êtes en M2, mais aussi l'excellence du projet de thèse. C'est-à-dire, est-ce que le projet est intéressant? Est-ce qu'il est original? Est-ce qu'il est déjà assez poussé? Alors, bien entendu, on va pas vous demander des hypothèses, de conclusions, déjà pas à ce stade. Mais quand même, il faut, par exemple, ça aide si le sujet de thèse est en lien avec le sujet de master. Ça paraît assez évident, mais si vous devez recommencer à zéro sur un sujet en thèse, votre projet au mois de mai, il sera moins abouti que celui de quelqu'un qui travaille sur le même sujet depuis le début du M1. On va aussi chercher de vos capacités d'adaptation, du sens de l'organisation. Ça veut dire quoi, ça? Aussi une bonne connaissance du système d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que on fait attention aussi à votre CV, à tout ce qui est en plus du master. C'est-à-dire, est-ce que vous avez été élu étudiant? Est-ce que vous avez été délégué de promotion? Est-ce que vous avez participé avec votre directeur de recherche en master à l'organisation de journées d'études, de colloques? Est-ce que vous participez aux réunions de votre labo? Est-ce que vous commencez à découvrir de l'intérieur l'organisation du système d'enseignement supérieur? Parce que si vous êtes recruté sur un pôle, vous serez aussi un élément, un chaînon dans le fonctionnement de l'IDEA, mais aussi de l'université. Donc ça, c'est très important d'avoir une vision, si vous voulez, de la machine administrative qu'est une université. On va aussi vérifier qu'il y a une maîtrise de la langue du pays d'accueil. Alors ça, je le dis d'emblée, ça veut dire que pendant les oraux, pendant les auditions, il y aura au moins une question en langue étrangère. Donc si vous candidatez pour Austin ou Los Angeles, on posera une question, au moins une en anglais. Et si vous candidatez pour l'Argentine, il y a une question en espagnol. Voilà, donc ça, on vous le redira avant les auditions. Déjà, voilà. Et la connaissance d'une seconde connaissance des Amériques constitutionnelles. Bon, ça, c'est un plus. Ce n'est pas du tout exigeable. On ne posera pas une question en espagnol si vous candidatez pour le son. Voilà. Est-ce qu'on peut passer justement alors à la liste, je crois, suivante, qui est voilà les 60 universités du réseau. Vous devez être doctorant ou doctorante dans une de ces universités pour pouvoir prétendre candidater à nos contrats doctoraux. Ça paraît logique. Le choix est vaste. Voilà. Cette liste, vous la trouvez sur notre site aussi, bien entendu. On peut passer, voilà. Alors, comme Laurence l'a dit dès l'introduction,
Pour cette année, on aura 3 contrats doctoraux liés au concours. Voilà. 2 aux États-Unis, en Californie à Los Angeles, au Texas à Austin, et un en Argentine. Ce qui fait que déjà aussi, je peux vous le dire d'emblée, 4 ou 5 au concours. Comme là, cette année, on en a que 3, toutes les auditions auront lieu le même jour, tout sera concentré. On vous aurez les dates aussi, au mois de mai. Le contrat doctoral de l'IDEA, il est rémunéré, il est administré selon les mêmes règles que les contrats doctoraux qui sont alloués par les universités, auxquels d'ailleurs vous avez le droit de candidater aussi. Hein. Donc c'est le même, ça c'est pour l'aspect financier, c'est-à-dire que c'est la même rémunération, c'est très important, que vous soyez dans un contrat doctoral à l'université de Limoges ou que vous soyez à Los Angeles. Ce qui, aux États-Unis, où le coût de la vie est beaucoup plus élevé, pose chaque année des soucis ou des craintes. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez, toujours sur le plan financier, compléter la rémunération du contrat doctoral par l'obtention d'un complément de service. Ça, c'est assez classique, qui est donc en complément de salaire via le fait de donner des cours dans votre université de rattachement en France. Alors, c'est pour ça qu'au point de vue très concret, si vous êtes lauréat d'un contrat doctoral de l'IDEA, vous allez passer la moitié de l'année en France, la moitié de l'année flexible. Hein. Mais comme vous n'êtes pas obligé de passer 12 mois par an dans le pôle à l'étranger, ça vous laisse du temps pour rester passer en France. C'est une bonne idée à ce moment-là d'en profiter pour faire des cours dans votre fac d'inscription. Et ça, par contre, ce n'est pas l'IDEA qui va gérer le complément de service, qui est différent du contrat doctoral qu'on gère. Donc ça, c'est votre directeur de recherche, votre directeur ou directrice de thèse, qui, dans votre université d'origine en France, peut demander en complément de service auprès de son département d'origine pour faire des cours. Et ça, c'est bien donc sur le plan financier, mais c'est aussi en bonus dans votre CV, parce que Luis Miguel parlait de la préparation à l'insertion professionnelle. Si vous vous projetez vers une carrière d'enseignant-chercheur, ça aide dans le CV pour plus tard de montrer qu'on a aussi fait des cours dans une université. Donc voilà, ça c'est parce qu'on ne donnerait pas de cours dans l'université à l'étranger. Donc pour l'aspect professionnalisant, enseignement de votre formation, c'est très intéressant de demander ce complément de service. Voilà, je crois qu'il y a encore une diapo sur le dossier de candidature. Voilà, sur la procédure. Donc, vous devrez, si vous êtes intéressé, déposer une candidature sous format, en un seul document sous format PDF. Donc là, ça peut paraître anecdotique, mais non. C'est aussi une formation professionnalisante, là, c'est-à-dire que nous demandons un certain format et il faut apprendre dans le monde de l'enseignement supérieur si on demande un format PDF, il va falloir avec un format PDF. Voilà. C'est aussi une question de rigueur et de respect de votre interlocuteur. Un seul document dans lequel il faudra joindre une fiche de renseignement, le formulaire du dernier diplôme obtenu. Donc là, le plus souvent, on va demander les relevés de notes en particulier du M1, si vous êtes en M2. Voilà, les relevés de notes des masters obtenus ou en cours. Donc, le M1 si vous êtes en M2, le M1 et le M2 si vous avez déjà fini le M2. On va vous demander un CV, une lettre de motivation, ça à rédiger en français. Une lettre de recommandation obligatoire de votre directeur de thèse, c'est-à-dire potentiel, c'est-à-dire qu'on doit être sûr avant de vous recruter que vous avez effectivement préparé ce sujet de thèse avec quelqu'un, que vous avez échangé avec lui ou avec elle, qu'il accepte de vous encadrer, qui vous guidera pour l'inscription en thèse. Voilà, vous ne pouvez pas faire ça vous n'êtes pas en freelance quand vous candidatez ici chez nous. Vous devez être, bien entendu, vous devez vous projeter dans une thèse et donc avoir un directeur ou une directrice. Et ce que l'on demande, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut aider la candidature, c'est d'avoir déjà une lettre écrite par un chercheur ou une chercheuse qui travaille à l'étranger et encore mieux dans l'université ou qui accueille le pôle. Donc ça, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de connaître des gens, on ne vous demande pas déjà à ce stade un réseau international, mais peut-être que votre directeur ou directrice de thèse connaît quelqu'un, ou vous pouvez
écrire, envoyer un mail à un collègue de Los Angeles, d'Austin ou de Buenos Aires qui travaille sur vos thématiques, par exemple, et lui demander par retour de mail un petit texte qui dirait je ne connais pas cette personne, mais si elle était recrutée, je serais ravi de la rencontrer, de lui montrer les campus, d'échanger avec elle. Voilà. Ça, c'est tout à fait posable et bon, ça sert. Vous n'avez rien à perdre à essayer de contacter un collègue sur place. Donc, ce dossier en un document PDF peut être envoyé le 2 mars, avant le 2 mars, avant 23 heures, à l'adresse qui est marquée ici, que vous retrouvez bien entendu sur le site. Et ensuite, on va évaluer ces candidatures en 2 temps. D'abord, c'est vraiment, vous devez vous réaliser que c'est très exhaustif comme évaluation, hein. Ça demande beaucoup de travail, c'est fait très sérieusement. D'abord, chaque dossier est envoyé à 2 évaluateurs. Donc, on regarde le sujet de thèse potentiel et on cherche partout en France ou à l'étranger, dans le réseau de l'IDEA, des spécialistes de ces questions-là, et on va leur demander de lire la candidature et de faire un mini-rapport dessus. Pour nous dire, est-ce que c'est sérieux, la bibliographie complète, le sujet a été travaillé, c'est vraiment très original, ou pas, d'ailleurs. Donc, on demande à ces évaluateurs externes de faire donc 2 rapports, ça c'est la première étape. Puis, deuxième étape, dans cette première étape, on envoie aussi les candidatures aux référents de chaque pôle, comme Laurence l'a expliqué, ou Luis Miguel, je ne sais plus. Au sein de l'IDEA, chaque pôle a un référent, c'est-à-dire un membre de l'IDEA qui supervise, suit très concrètement la vie du pôle. Donc, c'est cette personne qui connaît bien le pôle, qui connaît bien les attentes de nos universités partenaires à l'étranger. Ce référent va aussi faire un mini-rapport sur chaque dossier qui concerne le pôle qu'il suit. Donc, ça, c'est la première étape. Tous ces rapports sont envoyés à l'IDEA, à Luis Miguel et à Anouk, et ensuite, ils sont redispatchés, deuxième étape, donc au comité de sélection que je préside. Donc, chaque membre du comité de sélection, je ne sais plus combien on est, une quinzaine, je crois, cette année, va regarder les dossiers de candidature, bien entendu, et va ensuite, je ne sais plus la date, mais se réunir, je crois, au mois d'avril. Ça peut prendre une journée entière quand il y a beaucoup de candidatures, où on va regarder chaque dossier, on va regarder chaque rapport des évaluateurs externes, du référent de pôle, on va discuter entre nous et on va faire une shortlist. Souvent, par pôle, c'est la shortlist, c'est 4, 5, 6 personnes en fonction du nombre de candidatures. Cette shortlist, c'est les dossiers qui nous paraissent les plus intéressants, qui ont eu les meilleures notes par les évaluateurs. Et cette shortlist, on va se dire, OK, ces gens-là, on veut les voir. On voudrait les auditionner, les écouter, les entendre pour choisir le lauréat parmi eux et parmi elles. Et donc, ultime étape, vous recevrez à ce moment-là une convocation pour passer un entretien avec le jury de sélection, entretien qui se fait au mois de mai sur le même format que là aujourd'hui, c'est-à-dire par Zoom. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'habitez pas à Paris, vous n'avez pas à venir à Paris et à dépenser de l'argent. Ces auditions, elles se font en visioconférence. Je crois qu'il y a plus de détails. Voilà. Bon, voilà. Le calendrier, donc, comme je l'ai dit, c'est le 2 mars pour que vous envoyiez votre candidature. À partir de là, l'évaluation commence. Voilà. Au mois de mai, vous serez début mai sans doute convoqué. Vous saurez si vous avez été présélectionné pour les auditions. Plus tard au mois de mai, on fera, je crois que c'est le 12 ou le 13 mai, il y a les auditions en distanciel, comme je l'ai dit. Et puis, très vite après ces auditions, vous recevrez le résultat des lauréats pour chaque pôle et vous serez là convoqué. Il faudra venir, cher Eanos, au mois de juin dans les bureaux de l'IDEA pour 3 jours de formation. Alors ça, c'est qui sont obligatoires, qui sont très utiles. Vous nous rencontrerez là pour les Parisiens en Eanos là aussi. On reparlera. Vous serez, vous inquiétez pas, coaché. Vous aurez toutes les informations super pratiques sur ça veut dire quoi l'animation du pôle, qu'est-ce qu'il faut faire, quand, comment, avec qui, pour le budget. Donc, ce sera de la formation vraiment les mains dans le cambouis pour que vous puissiez, à partir de septembre 2025,
partir, voler de vos propres ailes pour prendre votre fonction dans les pôles internationaux, tout en étant, bien entendu, comme on vous l'a dit, Anouk et Luis Miguel, suivis au jour le jour par l'équipe de la coopération internationale. Voilà, je crois que c'était la dernière slide avant de prendre vos questions. Merci Françoise. Effectivement, c'était la dernière slide. Donc, on a déjà reçu des questions dans la partie questions-réponses du webinaire. N'hésitez pas si vous en avez d'autres et on va y répondre au fur et à mesure. Et pour l'instant, nous avons 7 questions. Donc, il y a 10 messages, mais en réalité, on a 7 questions. La première question porte sur la langue dans laquelle la thèse doit être rédigée. Et c'est une question double, en fait. Et que faire lorsque on n'habite pas en France? En l'occurrence, là, on parle de la zone Afrique, mais ça peut valoir pour les gens qui sont dans les Amériques ou ailleurs. Donc, c'est ça la première question. Dans quelle langue la thèse? Et est-ce que Françoise ou Laurence, vous voulez intervenir ou vous souhaitez qu'on réponde? Non, la langue de la thèse ne dépend pas de l'IDEA. C'est une décision à prendre entre le doctorant, la doctorante et le directeur de thèse ou la directrice de thèse. Normalement, les thèses se font en français, mais quand on est inscrit en France, il peut y avoir des exceptions. On peut négocier via le directeur, la directrice auprès de l'école doctorale pour rédiger en langue étrangère. C'est pas systématique, loin de là, mais on peut le demander et c'est parfois accordé. Mais voilà, je répète, ça c'est entre le directeur, la directrice de thèse, le thésard, l'école doctorale, dans les universités d'inscription. Par rapport à la zone, il n'y a pas des contraintes. La contrainte, en fait, ça va être d'identifier le directeur, directrice de thèse, d'avoir l'acceptation, que l'école doctorale, en fait, soutienne cette candidature. Et puis ensuite, ce sont les démarches habituelles et que les étrangers qui viennent en France doivent faire auprès de Campus France pour inscription dans une université française. Donc, à la différence près qu'il y aura évidemment, si la personne était retenue, ses soutiens et de la lettre de l'IDEA. Mais c'est toute la démarche classique et je vous invite, tous ceux qui habitent à l'étranger, du coup, de vous rapprocher de Campus France pour vous renseigner quelles sont les modalités pour venir en France et mener une recherche doctorale. La deuxième question porte plus sur l'animation scientifique. Donc, on voudrait savoir quelle est la répartition du temps entre l'animation et entre la thèse. Et voilà, c'est la deuxième question. Laurence. Je vais répondre à cette question. C'est bien entendu une excellente question. On a vraiment voulu insister sur l'animation scientifique dans cette présentation parce qu'il nous semble que c'est une singularité et peut-être une nouveauté et quelque chose que les personnes qui se renseignent sur ces contrats n'avaient pas bien à l'esprit. Mais on ne veut pas non plus vous inquiéter. C'est peut-être le sens de cette question. Donc, le premier élément de réponse, c'est que ce contrat doctoral, c'est un contrat qui permet de réaliser sa thèse et ça, c'est absolument prioritaire. Et c'est l'enjeu évidemment essentiel. Après, la part que prend l'animation scientifique, si on voulait trouver un prorata, moi je dirais que c'est de toute façon tout à fait équivalent à un contrat doctoral en France. Lorsqu'on est en contrat doctoral dans une université française, on est amené à s'investir, à participer à au conseil de l'école doctorale, au conseil de laboratoire. On est amené à organiser des événements entre doctorants ou à co-organiser des colloques avec son directeur de thèse, sa directrice de thèse. Donc il y a une part d'animation scientifique qui est peut-être moins visibilisée dans les contrats doctoraux en France, mais qui existe lorsque vous êtes en contrat doctoral dans une université française. On a un certain nombre d'exigences. Vous devez rejoindre les équipes, participer à la vie de l'université, de l'école doctorale et du laboratoire auquel vous êtes rattaché. Donc, c'est un peu la même chose pour les contrats Institut des Amériques. Ça peut prendre donc des formes très variées. Moi, je vais vous inviter dans un premier temps à aller consulter les Échos des Amériques, qui est notre newsletter annuelle. Elle vient de paraître cette semaine. Elle est disponible sur le site de l'Institut des Amériques. Donc, les Échos des Amériques, c'est dédié aux doctorants et doctorantes, aux coordinateurs et coordinatrices de pôle. Et dans cette newsletter, en fait, il présente les
travaux d'animation scientifique qu'ils ont réalisés. Ils ont ils font un effort de réflexion sur ce que ça leur a apporté. Donc, vous aurez, je pense, un échantillon tout à fait représentatif et aussi dans la grande variété de ce que font les coordinateurs et coordinatrices de pôle. Ça peut être quelque chose de très classique comme un colloque. Alors bien sûr qu'ils co-organisent avec des personnes localement et aussi parfois aussi avec des personnes en France. Ça peut prendre la forme de quelque chose de plus souple, comme un séminaire régulier qui pourrait avoir lieu tous les 2 mois, un séminaire d'échange qui serait en ligne, par exemple, et qui permettrait ainsi de faire dialoguer des personnes en France et des personnes dans le pôle. Mais ça peut être aussi des choses très variées, comme un podcast, comme un festival, comme la participation à des événements qui sont déjà organisés sur place, par l'ambassade, le consulat ou au sein de leur université. C'est vraiment très, très varié. Et surtout, pour vous rassurer, tout ça est fait en lien notamment avec l'équipe de l'Institut des Amériques qui vous dit ça, c'est formidable comme événement, maintenant, ça suffit. Voilà, tu as organisé quelque chose de tout à fait satisfaisant pour cette année. Il n'y a pas besoin de s'engager plus dans des activités d'animation. Donc, le dernier élément de réponse que je veux donner, c'est que tout ça est aussi balisé lors de la formation en présentiel que nous proposons aux lauréats et lauréates, enfin que nous proposons et à laquelle la présence est obligatoire dans les locaux de l'Institut des Amériques sur 3 journées au mois de juin, donc fin juin 2025 cette année, et où nous vous présentons lors de sessions, d'ateliers et aussi des rencontres avec les coordinateurs et coordinatrices de pôle en poste ou qui ont terminé leur mandat, où vous avez des retours d'expérience et vous pouvez poser vos questions aussi directement. Donc, vous êtes accompagnés, mais voilà, la conclusion, c'est priorité à la thèse et voilà, un prorata tout à fait raisonnable pour l'animation scientifique. Voilà pour la réponse à cette question. La question suivante portait à peu près sur le même sujet. Quels genres d'animations sont attendus? Donc, je pense que Laurence y a répondu. La prochaine question, c'est le futur doctorant doit-il passer la totalité des 3 années de thèse à l'étranger ou doit-il alterner entre des périodes de travail en France et d'autres en Amérique? Donc, je ne sais pas si quelqu'un en particulier souhaite répondre là-dessus. Laurence? Moi, je peux répondre un peu en théorie et puis peut-être Luis Miguel et Anouk sur l'expérience que vous avez puisque vous gérez les contrats et vous êtes quasi au quotidien en contact avec les coordinateurs et coordinatrices. Donc, la réponse, c'est non. On ne part pas pour 3 années discontinues. En tout cas, c'est pas du tout ça l'exigence. L'exigence, c'est effectivement de partager son temps à minima. Alors parfois, on parle d'être présent au moins 8 mois sur place dans le pôle international. Tout à l'heure, Françoise Coste a parlé de la moitié du temps. Bon, voilà, il y a une certaine souplesse, mais on va dire que la moitié-moitié, c'est quand même voilà, c'est ce qui serait exigé. Et après, cela dépend des situations. A priori, quand il n'y a pas de problème de visa, c'est quelque chose qui est librement décidé, je dirais, par le doctorant, la doctorante, en concertation avec ses partenaires, en fait, locaux sur le terrain, mais aussi son directeur et sa directrice de thèse. Ça dépend si on veut assurer des cours. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle question aussi sur le fait d'assurer les cours. Ça, c'est une proposition, un conseil, une recommandation qu'on vous fait. Si vous vous destinez à l'enseignement supérieur et à la recherche, il est bon que vous ayez une expérience et une charge d'enseignement. Donc, et puis, ça apporte un complément de salaire, donc c'est pas inintéressant. Mais c'est en aucun cas exigé. Mais c'est vrai que si vous avez une charge d'enseignement en France, c'est sûr que vous allez passer au moins un semestre en France l'année où vous avez cette charge d'enseignement. Et si vous souhaitez le faire peut-être pas la première année parce que c'est difficile à négocier, en année 2 et 3, ça veut dire à chaque fois passer un semestre en France. Bon, mais un semestre, c'est 4 mois, donc c'est compatible avec une présence aussi assez importante dans le pôle international. Donc c'est quand même assez, je dirais, librement décidé par rapport au projet personnel, à la trajectoire personnelle, au pôle aussi. Donc voilà, on peut pas vous faire une réponse, je dirais, qui soit rigide pour tout le monde.
Mais voilà, moi, je peux au moins rappeler cette exigence de partage du temps, on dirait à mi-temps en quelque sorte. Et peut-être que Luis Miguel ou Anouk veulent compléter sur la variété des situations, les recommandations. Peut-être pour donner des exemples concrets, notamment sur les pôles qui concernent l'appel 2025. Donc, on a par exemple le coordinateur du pôle Californie actuel qui a donné des cours en France, donc qui sur une année a passé un semestre en France et est ensuite parti donc à Los Angeles. Mais on a aussi le cas de la coordinatrice actuelle du pôle Cône Sud qui a passé la quasi-totalité de son contrat en Argentine, qui est simplement rentrée pour des vacances ou pour des raisons personnelles. Parfois aussi, on a profité pour organiser des événements en France sur les quelques semaines où elle était là avec son université de rattachement. Mais donc, tout ça pour vous dire, et je rejoins totalement Laurence, sur le fait que donc c'est très variable. Le plus important, c'est de faire ces choix-là en discussion et en négociation avec tous les interlocuteurs, à la fois votre directeur ou votre directrice de thèse et votre université en France. Si, par exemple, votre directeur ou directrice de thèse vous conseille très formellement de rentrer en France pour certains événements ou pour assumer une charge de cours, c'est important de le prendre en compte, mais aussi prendre en compte les exigences du partenaire dans les Amériques qui souhaite que vous soyez présent ou présente dans le pôle pour organiser des événements avec l'institution qui vous accueille et pour vous charger de la partie animation scientifique de votre contrat. Donc, je dirais que il n'y a pas de règle effectivement. Le plus important, c'est de consulter les différents interlocuteurs, interlocutrices, dont l'équipe RI de l'IDEA, pour prendre la décision qui vous convient au mieux. Et bien sûr, nous sommes tous et toutes ouverts à la discussion sur le sujet, bien que un minimum de mois à l'étranger soit exigé. On parlait tout à l'heure de la moitié de l'année, sauf raison personnelle. Je pense que ça reste un minimum. Alors, c'est une question qui touche, je dois compléter, qui touche le dispositif lui-même depuis les débuts. Et ça a toujours été un objet de discussion au sein de l'IDEA, du réseau de l'IDEA, combien de temps à l'étranger ou combien de temps, aussi la première question, combien de temps pour la thèse, combien de temps pour l'animation. Et on a déjà indiqué dans quelle direction l'IDEA avait évolué, les dispositifs aussi. Il faut savoir toutefois que les conventions qui avaient été signées et qui sont en cours pour certaines des pôles indique cette période d'environ 8 mois. Donc, c'est vraiment, comme le mot que je mettais en avant au début, une discussion qui doit être faite avec les référents, avec l'équipe IDEA pour s'adapter. Par exemple, pour Alexandre, il n'a pas eu de problèmes, justement. Ils ont compris qu'il y avait les compléments de service, que les conditions de financement d'une thèse française sont différentes par rapport au niveau de vie aux États-Unis, notamment en Californie. Ce qui fait que pour y vivre, c'est un peu plus compliqué avec ses montants et ses revenus. Donc, le partenaire n'a aucun souci et sont contents justement qu'il y ait une animation, mais qui se fasse de cette façon-là. Donc, avec une alternance entre la France et la Californie. Donc, ça va dépendre des pôles, ça va dépendre aussi Parce que je voulais insister sur quelque chose, quand on pense l'animation comme une charge, c'est vrai que ça peut être perçu de cette façon-là. En revanche, quand ça a bien alimenté le travail des thèses et qu'on incite et qu'on essaye d'impulser au sein du dispositif, en fait, ça vient renforcer aussi la thèse. Par exemple, lorsque quelqu'un organise un petit colloque autour de son sujet d'étude et qu'il y a un budget dont la personne dispose, ça lui permet, par exemple, de faire venir des collègues que la personne lit, que la personne prenne comme référence bibliographique. Et cet échange parfois personnel donc, permet d'avancer aussi dans la réflexion de la thèse. Donc, c'est uniquement pour vous dire il y a des opportunités qui vont apparaître et c'est aussi en fonction de ces opportunités, de ces contextes particuliers. Et quand vous allez arriver sur le terrain, il y aura un contexte particulier avec des gens aussi différents. Donc, ça va permettre de définir cette durée des tests. Donc, c'est toujours en concertation avec l'IDEA et avec les référents. Et évidemment, avec les directions de thèse. La question donc, suivante, c'est une question technique, c'est sur le nombre de candidatures reçues actuellement. On va aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, entre 5 et 20 par pôle et en entretien, c'est 2, 3.
en général. Parfois 4, mais c'est souvent 2, 3, non? 3, François? Euh, alors bien sûr, c'est-à-dire que le nombre d'auditions est proportionnel au nombre de candidatures, voilà. Donc pour les mais c'est difficile à dire parce que chaque année le nombre varie. Mais l'année dernière, par Paul, on a eu entre 3 et 5, si je me rappelle bien. Et le maximum l'année dernière de candidatures globales qu'on avait eu par Paul, c'était une dizaine, je dirais. C'était 12. Et ça dépend des années et il y a des pôles qui sont effectivement pour lesquels il y a beaucoup plus de candidatures que pour d'autres. Voilà. Pardon de ne pas pouvoir être plus précis parce que ça dépend. La prochaine question concerne donc l'âge. Est-ce qu'il y a des limites en ce qui concerne l'âge du candidat ou de la candidate? Je pense pouvoir répondre formellement non. Comme on l'a dit au cours de la réunion, l'exigence, c'est que vous soyez soutenu pour votre projet de thèse par un directeur ou une directrice de thèse, par une école doctorale et que vous soyez inscrit au moment de votre doctorat dans une université membre du réseau. Ensuite, on a des candidates qui sont en reprise d'études, par exemple, et donc qui ne sortent pas à peine de leur master. Et leur candidature, si ils remplissent les conditions que je viens de citer, sont tout à fait recevables. La question suivante, on l'a répondu déjà sur la question de la durée du long, mais sinon, et la suivante, elle s'associe aussi à cette question de la temporalité, mais en relation par rapport aux questions des visas. Donc, effectivement, les questions des visas varient d'un pôle à l'autre, d'une région à l'autre aux États-Unis, et ce n'est pas parfois la même démarche pour aller en Californie que pour aller au Texas. Et donc, mais on a déjà répondu, c'est donc justement en dialogue avec les partenaires qui vont soutenir cette demande de visa avec nous que la durée des séjours va se définir concrètement. Ensuite, il y avait une question technique par rapport au projet de thèse qui n'était pas. Et oui, et en fait, dans le formulaire, normalement, il y a la fiche à remplir. Il y a normalement le projet de thèse qui doit être présenté avec une bibliographie. Donc, ça fait partie du dossier. Et pour la question suivante par rapport à quelqu'un qui est déjà en première année de doctorat, en fait, la réponse est non. Vous êtes inéligible puisque vous êtes en doctorat. Donc, et la question de la thématique, et en fait, il faut que la thématique, évidemment, porte sur les Amériques et que ça soit cohérent avec les pôles aussi. Et la suivante, c'est une question technique, je réponds vite fait également. Donc, est possible d'avoir, évidemment, c'est possible d'avoir une codirection. Et dans des universités différentes du réseau, il y a des codirections aussi avec des universités étrangères. Donc, actuellement, il y a avec l'université de Bruxelles, mais en fait, l'université à laquelle vous devez vous inscrire et qui établira votre contrat, c'est l'université membre du réseau. Et s'il y en a deux, il faut choisir une. C'est celle qui présentera votre dossier. Les domaines scientifiques que j'avais Luis envoyés. Miguel, Oui. excuse-moi, je voudrais juste compléter pour que ce soit clair pour tous les participants et participantes. Donc, on peut parler à la fois d'une codirection, c'est-à-dire que vous avez 2 directeurs, directrices de thèse en France. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, de toute façon, quand il y a une codirection, il y a toujours une inscription principale de la thèse dans une des 2 universités. Et donc, dans le cas du contrat de l'Institut des Amériques, il faudrait choisir, s'il n'y en avait qu'une seule, l'université membre. Et en effet, vous ne vous inscrivez pas à l'Institut des Amériques pour votre thèse. L'Institut des Amériques est gestionnaire des contrats, mais le contrat est aussi signé avec une université d'inscription. Donc ça, c'est très important. Je pense que le CNRS aussi, si je ne me trompe pas, est tout à fait une institution où on peut inscrire sa thèse, puisque le CNRS est membre du réseau de l'Institut des Amériques. Donc ça, c'est pour les codirections, lorsqu'il y a un encadrement qui est en France. Ensuite, on peut parler des cotutelles. La cotutelle, c'est lorsqu'il y a une codirection, mais avec l'étranger. Donc, un directeur, directrice en France et un directeur, directrice à l'étranger. Et donc, évidemment, dans le pôle sur lequel vous candidatez, c'est tout à fait intéressant, à l'Université de Buenos Aires ou à l'Université de Californie ou à l'Université du Texas. Ça pourrait tout à fait être, c'est tout à fait valorisé, mais évidemment, en aucun cas obligatoire. Et dans ce cas, le contrat Institut des Amériques est monté en lien avec l'université française
où vous êtes inscrit également. Donc voilà pour le panorama qui, je pense, répondait à plusieurs questions. Merci Laurence. Pour la prochaine question, je vais remettre dans les chats une liste de disciplines de recherche dans les sachets. Donc en général, toutes les disciplines de sachets sont susceptibles de se voir décerner à un contrat doctoral. Pour la question suivante, par rapport à la... c'était s'il faut être inscrit pour aller à l'université à l'étranger, non. Non, il faut être en M2, Master 2, ou avoir fini ou être en train de finir les Master 2. Et il faut avoir identifié et avoir le soutien d'un directeur ou directrice de thèse en France au sein d'une université membre du réseau. La question suivante porte aussi sur la codirection. Donc, Laurence et moi-même avons déjà répondu. Et ensuite, la formation de juin est-elle obligatoire en présentiel s'il y a un échange? Et oui, c'est fondamental. Et si vous êtes à l'étranger, il y a la possibilité de vous connecter à distance. Ce n'est pas l'idéal, mais on l'a déjà fait pour une personne qui était dans les consuls à ce moment-là pour des raisons, mais il faut vous connecter dans la durée de la formation. Moi, je peux parler d'un autre problème qui se pose si on est à l'étranger, c'est la constitution du dossier et la procédure de visa. Il faut être en France pour faire son visa pour les pays étrangers. Donc, de toute façon, être à l'étranger fin juin, ça me paraît à bien réfléchir et à rediscuter parce que, à mon avis, il faut quand même être en France fin juin pour lancer sa procédure de visa. On a 2 contrats états-uniens. C'est très long, les procédures de visa. Il faut être très réaliste. C'est déjà difficile de partir dès septembre-octobre quand on s'y prend bien avant l'été. Donc voilà, c'est plutôt. Alors la question de la formation est importante, mais à la limite techniquement, effectivement, on peut vous permettre de participer en Zoom, même si ce n'est vraiment pas une solution que nous favorisons et qui serait tout à fait exceptionnelle. Mais voilà, au-delà de la question de la formation, moi, je me pose très sérieusement la question de la procédure de visa pour les 3 destinations. Et si je peux ajouter, pardon, Oui. Luis Miguel, pour les auditions, elles se font effectivement aussi en visioconférence. Mais si vous êtes en Australie et que à l'heure où on vous convoque, c'est le milieu de la nuit en Australie, ben je suis désolée, on pourra pas. Enfin, vous serez auditionné au milieu de la nuit. Préparez-vous à ça aussi, quoi. Voilà, parce que nous, on va pas pouvoir jongler parce qu'on fait passer tous les candidats à Los Angeles à la suite, tous les candidats à Argentine à la suite. Voilà, on peut pas faire de la dentelle. Je suis désolée. Et la question suivante interroge sur un cas très particulier. Et la réponse est oui pour Luna Tudor. Donc, le potentiel, si les directeurs de recherche CNRS rattachés à l'université, les deux font partie du réseau. Ensuite, l'inscription c'est fait justement après. Donc, et vous devez effectivement notifier l'université de votre souhait. En fait, vous devez avoir la signature de votre directeur de thèse et de l'école doctorale. Donc, oui, effectivement, ils doivent. C'est une sorte d'engagement. Si vous obtenez le contrat, ils vous recevront un doctorat. Et c'est après, évidemment, la décision que vous pourrez lancer la démarche d'inscription. Et nous, de notre côté, lançons la démarche pour reverser les crédits, c'est-à-dire la somme d'argent qui concerne votre salaire à l'université qui est concernée. Est-ce qu'on peut rappeler le montant exact de ce salaire doctoral qui évolue, qui est réindexé chaque année? Et si je ne me trompe pas, Anouk, c'est 2200 cette année en brut. Oui, ça vient d'échanger parce que depuis quelques temps, depuis quelques années, les montants de la rémunération des doctorants a été revalorisé et chaque année, ça a augmenté à environ des 100 euros. Donc, on atteint 2200 et je crois qu'il y a encore un projet d'augmentation jusqu'en 2026-2027. Et ensuite, la présentation, oui. Et donc, la vidéo sera disponible de même il y a déjà une vidéo disponible qui concerne il y a 2023, mais sur le site, je le mets dans le lien et dans le chat, on mettra dans notre site, le site du Lapel, on mettra
la vidéo. Et donc, du coup, avec la vidéo, il y aura la présentation. Il y a une question concernant la formation de contrats doctoraux, mais on l'a déjà dit pour comment ça va se passer. On ne peut pas vous dire si vous devez changer vos billets. Simplement, on a expliqué les conditions du coup de la formation. Évidemment, vous ne pouvez pas savoir déjà si vous allez être retenu pour les auditions que vous saurez qu'en avril. Alors, une question plus par rapport à la situation que connaît l'Argentine par rapport au contexte politique et économique. Et évidemment, la situation a mis sous tension les milieux universitaires parce qu'il y a des projets de réforme qui définancent certains secteurs. Donc, pour l'instant, en tout cas, le partenaire et son non-partenaire, le partenaire d'épaule, ont les conditions pour accueillir les doctorants ou la doctorante. Donc, l'avantage aussi qu'on a dans ces pôles, c'est que c'est un avantage parce que, pour plusieurs raisons, mais juste pour en citer un, c'est qu'on est en lien avec l'Institut français d'Argentine. Donc, on est aussi en lien avec une institution française. Donc, ça nous permet d'avoir aussi parfois différentes solutions lorsqu'il y a des situations difficiles à gérer ou des petits cas à résoudre. Il y a des questions plus ponctuelles par rapport à la date du master. Donc, si vous avez fini votre master en 2021 et vous êtes professeur actuellement, et vous pouvez vous présenter parce que vous n'êtes pas inscrit en thèse. Il faut juste suivre tout le reste de la démarche. Et quelqu'un pose une question à nouveau que je peux répondre parce que c'est une question technique. Donc, est-ce que l'idéal dépôt de l'argent des doctorants dans chaque laboratoire? Oui. Donc, nous, on fait... Dans chaque école doctorale. Dans chaque école Pour être doctorale, précis. le laboratoire, on verse uniquement le budget d'animation du pôle qui va jusqu'à 1 000 euros par an. C'est un budget très modeste, mais sinon, les salaires des doctorants est versé à l'école doctorale ou à collège doctoral en fonction de l'université et de chaque université. Et question peut-être pour François et Laurence, est-ce que le directeur de thèse doit être titulaire d'une HDR? Voilà, c'est une question, je pense que Ça, c'est oui, c'est pas lié au contrat de l'Institut des Amériques. Le HDR, c'est l'habilitation à diriger les recherches et c'est ce qui est effectivement requis pour diriger une thèse. Alors parfois, on peut faire des montages s'il y a des maîtres de conférences et maîtresses de conférences qui sont particulièrement dans les sujets de compétences. Ça peut être une co-direction, mais l'un des deux co-directeurs, directrices doit être titulaire d'une HDR. C'est tout à fait... Là, c'est indispensable dans le système universitaire français. La prochaine question, combien de temps les candidats doivent-ils consacrer à leur candidature aux États-Unis en tenant compte du coût de la vie? Alors, je suis pas sûre de comprendre tout à fait cette question. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'inscription dans l'université partenaire nécessaire. Pour la candidature, le dossier, donc vous avez jusqu'au 2 mars. Pour ce qui concerne les démarches donc de visa, pour les démarches avant le départ dans les Amériques, nous, on vous encourage à les débuter dès réponse de notre part dans le cas où vous seriez sélectionné. Et on vous accompagnera bien sûr pour ces démarches dès le mois de mai-juin 2025. Comme le disait Laurence, les démarches de visa et toutes les démarches auprès de votre université peuvent être assez longues et elles doivent être faites rapidement pour partir au plus vite. Donc on vous accompagne dès le mois de mai et on essaye de vous donner toutes les réponses à vos questions lors de la formation. Et si la question, pardon Anouk, et si la question porte sur combien de temps on doit consacrer en fait à son contrat, parce que peut-être que c'est ça l'idée du coût de la vie aux États-Unis. Donc effectivement, vous pouvez calculer en fonction de vos revenus si vous ne voulez passer que 6 ou 7 mois continus, voilà, en trouvant des solutions de logement qui sont parfois créatives, on va dire. Bon, c'est tout particulièrement vrai pour Los Angeles. Austin reste encore un petit peu moins cher, mais c'est pas non plus bon marché. Donc voilà, si vous voulez effectivement faire une sorte de montage financier et de réfléchir à des solutions de logement qui sont plus intéressantes si on reste 6 mois d'affilée, évidemment sans prendre un logement pour 3 ans, ça c'est effectivement tout à fait possible. Encore une fois, ça fait partie des trajectoires un peu individuelles, mais on en revient à cette obligation d'être à peu près la moitié de l'année dans le pôle.
Merci Laurence. Pour la question suivante, est-ce que le projet de thèse doit être rédigé dans les deux langues, le français et celle du pôle? Oui. Dans la fiche de renseignement, il faut donc vous avez notamment le titre et le résumé de votre projet de thèse qui est à remplir dans les deux langues. Ensuite, comme on l'a dit, pour la thèse en elle-même, non, évidemment, mais pour le projet de thèse, oui, c'est indiqué dans la fiche de renseignement. Une question concernant l'encadrement de l'IDEA au-delà des 3 ans du contrat doctoral. Donc, est-ce que l'IDEA continue à encadrer le doctorant après la fin du contrat? Et si oui, sous quelle forme? Alors, non. Les contrats doctoraux fléchés de l'IDEA donc, sont pour une durée de 3 ans. Ensuite, certains doctorants ou doctorantes continuent leur doctorat en lien avec leur université, mais donc c'est des candidatures à déposer auprès de leur université en discussion avec leur direction de thèse, leur école doctorale, et ce n'est pas avec l'IDEA que cela est vu. Simplement un complément. L'idée continue à rester en contact avec, avec les doctorants et certains d'entre eux, comme je le disais, bien les instances de gouvernance de l'IDEA et où participent activement à différents événements que nous organisons. Donc, nous essayons de garder ce lien. Évidemment, on reste en contact, mais on suit plus, on fait plus cet accompagnement comme lors de la durée du mandat. Ensuite, une question qui est triple, puisque c'était donc, est-ce qu'on peut postuler dans les 3 pôles? Est-ce que si on veut déposer une thèse qui ne concerne pas le pôle de l'appel à candidature, est-ce que c'est possible? Et enfin, est-ce que le master en ligne est considéré? Donc, pour la question du master en ligne, je pense que je peux répondre que oui. Pour la question pour est-ce qu'on peut postuler dans un pôle si la thèse ne concerne pas ce pôle-là? Alors oui, mais il faut que ce soit justifié. Est-ce que vous avez une raison précise de postuler dans ce pôle, consulter des archives, être en contact avec certains chercheurs, chercheuses? Enfin, il faut tout de même que votre présence sur le terrain soit justifiée, même si votre thèse peut être concerner plusieurs zones géographiques. Je vais peut-être laisser Françoise compléter. Ça, c'est une question très importante parce qu'elle revient chaque année lors des auditions et lors de nos délibérations au sein de la commission de recrutement. Il faut, donc, vous ne pouvez, ça n'a pas de sens scientifique de candidater aux 3 pôles parce que vous n'allez pas à la fois travailler sur l'Argentine et sur les États-Unis. Enfin, voilà. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre la démarche de candidature et le projet scientifique. Donc, je vous donne un exemple. Pour le pôle de Los Angeles, par exemple, on ne pourra pas exiger que la thèse porte sur la Californie. Mais il faut qu'elle porte sur les États-Unis, voilà, à minima. Et ensuite, il faut aussi, je vous donne un exemple, il y a quelques années, quelqu'un, je crois, candidatait au pôle de Montréal et avait explicitement dit dans son projet et dans sa présentation dans les auditions que son terrain de recherche serait l'Ouest canadien. Donc là, ça a bloqué, quoi, en fait, parce qu'il y avait c'est pas qu'on peut pas aller prendre l'avion de Montréal à Vancouver de temps en temps, mais vraiment le projet scientifique, il était tellement axé sur le Grand Ouest canadien, sur des problématiques de, je sais plus si c'était le pétrole, quoi, ou les forêts de l'Ouest canadien, qu'on voyait bien que la démarche de candidater à Montréal, c'était un prétexte pour être aux États-Unis, qu'il n'y aurait pas d'implication scientifique locale. Et donc ça avait été pris en compte pour évaluer les différents dossiers, pour classer les dossiers par la commission de recrutement. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait un minimum de cohérence scientifique entre la localisation du pôle et le projet de thèse. Je peux compléter, effectivement. Donc, il faut que vous compreniez que la cohérence scientifique, elle est pas uniquement thématique. Évidemment, il n'y a pas besoin de travailler exclusivement sur la ville de Buenos Aires ou la ville de Los Angeles ou le Texas pour s'inscrire dans ces 3 pôles. Ça peut être des justifications scientifiques autres, type effectivement accès à des archives ou environnement de recherche. Hein. Il y a un nombre de chercheurs sur place qui sont très 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 spécialistes de vos questions, et donc là ça peut être une insertion plutôt universitaire, académique, scientifique, on va dire que géographique. Et je vous invite à aller consulter sur le site de l'Institut des Amériques qui ont été les précédents coordinateurs et coordinatrices de pôle. Je pense que ça pourra répondre à un certain
certain nombre de questions sur justement l'articulation qui est faite entre le projet personnel et le pôle. Et ça répondra aussi à vos questions sur l'animation scientifique et sur la variété des sujets en SHS qui sont retenus, puisque voilà, en regardant un peu les précédents coordinateurs et coordinatrices, vous verrez qu'ils s'inscrivent dans des champs assez variés des SHS. Donc, vous avez aussi ces éléments-là à votre disposition au-delà de cette session d'information, tous ces éléments librement accessibles sur notre site Internet. Donc pour la question suivante, une question plutôt précise. C'est donc une personne qui dit avoir fait son master par VAE et donc demande 600 notes, mais avec une mention félicitations qui n'est pas officielle, elle peut postuler au contrat. Je vais peut-être vous laisser répondre, Françoise. Je pense que oui. Si le master est validé et qu'il y a un projet de thèse, même s'il n'y a pas de notes sur 20, on étudiera le dossier en cherchant pour compenser l'absence de notes, en regardant la qualité du projet de thèse. Je continue. Donc, une question, est-ce qu'on doit passer les 3 ans dans le pôle international ou est-ce que, comme pour le pôle Chicago, il y a une 3e année à réaliser en France? Donc, on l'a déjà dit, ce n'est pas les 3 ans obligatoirement dans le pôle international. Par contre, le programme de Chicago, c'est donc un programme spécifique puisqu'il y a le France Chicago Center à Paris. Donc, il est indiqué au lauréat ou à la lauréate du pôle Chicago qu'il ou elle doit passer 2 ans à Chicago, puis 1 an en France. Ce n'est pas le cas pour les autres pôles. Pour les autres pôles s'appliquent les règles, si on peut appeler ça comme ça, qu'on a évoquées plus tôt, qui sont assez souples, comme on l'a déjà dit. Une question concernant le niveau de maîtrise de la langue anglaise. Est-ce que la passation du test du TOEIC constitue donc la bonne voie pour faire preuve de sa maîtrise de la langue ou est-ce qu'il faut passer un autre test? Donc si je ne me trompe pas, Françoise, il n'y a pas de test exigé spécifique. Votre maîtrise de la langue va être évaluée lors des auditions, comme on l'a déjà dit, puisqu'il y aura une question dans la langue de votre pôle. Alors, donc, on ne demande pas d'avoir passé un test, on ne demande pas de prouver un niveau B2, C1, mais j'ai vu aussi qu'il y avait une question qui était sur exactement quel niveau de langue est attendu. On pose une question, donc là, en anglais ou en espagnol cette année, pour vérifier que vous serez capable d'échanger, de comprendre dans la langue locale avec vos collègues de l'université. Est-ce que vous pourrez aller voir des responsables administratifs pour régler une question de budget? Est-ce que vous pourrez intervenir dans un séminaire d'un professeur local? Voilà. Et si on n'est pas sûr, on posera autant de questions dans la langue locale qu'il sera nécessaire pour vérifier voilà, la prise de parole à l'oral en continu, pour se débrouiller sur le campus pour faire des démarches administratives et scientifiques. C'est pas une réponse B2, C1, c'est très subjectif sur est-ce que le jury pense que oui, c'est bon, on peut le lâcher ou la lâcher dans la nature, elle survivra à Los Angeles ou à Buenos Aires. Question suivante, donc concernant l'institution d'accueil, est-ce qu'il y a un interlocuteur et un bureau sur place? Donc oui, l'institution d'accueil met à disposition un bureau pour le coordinateur ou la coordinatrice de pôle et l'interlocuteur privilégié, c'est le référent local. De la même façon, au sein du réseau IDEA, c'est le référent IDEA, donc on en a déjà parlé et donc ce sera la personne chargée de vous accueillir et de répondre à vos questions. Puis vous serez également accompagné par des personnes au sein des équipes administratives, notamment pour la gestion du budget. Et simplement pour ajouter que ça, c'est l'engagement de tous les partenaires. Parfois, il y a des configurations particulières, notamment pour les universités latino-américaines qui traversent des situations et parfois des tensions. Donc, dans tous les cas, il y a toujours des arrangements pour que vous puissiez être bien intégré au sein des universités sur place. C'est le rôle justement du référent d'essayer de trouver des solutions et de vous permettre de bien et profiter de ces espaces, de l'accès aux bibliothèques, etc., au sein de l'université au sein de laquelle vous serez hébergé.
La prochaine question concerne la co-tutelle. Est-ce que l'Institut des Amériques donc aide dans la mise en place d'une co-tutelle? Non, pas spécifiquement. C'est au doctorant ou à la doctorante de gérer cela en lien avec sa direction de thèse et avec ses universités ou son université de rattachement. On peut vous donner des conseils sur la base de nos expériences si vous nous posez la question lors de la formation, par exemple, mais d'un point de vue administratif, nous ne sommes pas chargés de cela. Une question sur la direction de thèse également. Est-ce qu'il faut choisir soi-même le directeur ou la directrice de thèse? Oui. Pour présenter le dossier, donc vous devez être soutenu par un directeur ou une directrice de thèse que vous avez choisi et en lien avec votre sujet de thèse, évidemment. Une question plus spécifique sur un candidat qui dit avoir plusieurs masters dans plusieurs pays. Donc, peut-on effectuer est-ce que le sujet de thèse doit absolument être lié au master effectué en France? Euh, Françoise, je ne sais pas si vous voulez répondre. Non, non, même si vous avez qu'un seul master, rien ne vous empêche de faire une thèse qui n'a rien à voir avec le master que vous avez effectué en France ou à l'étranger, ou que vous ayez 1, 3 ou 7 masters. Ça, c'est pas obligatoire. Par contre, ce que le jury regardera, ce sera est-ce la, la- la qualité du projet de thèse, même si vous le recommencez à zéro, est-ce que le projet est abouti? Est-ce que vous y avez réfléchi? Est-ce que vous avez déjà pensé à une problématique? Est-ce que vous avez un cas théorique? Est-ce que vous avez inclus une bibliographie qui nous semble pertinente dans le projet? C'est ça qu'on regardera. Voilà. Peut-être une autre question pour vous, Françoise. Donc, quelqu'un qui a des lettres de recommandation de professeurs d'université professionnelle, mais pas de notes, est-ce que cela pourrait affecter une candidature? J'imagine que c'est la même question que sur la VAE tout à l'heure. Non, ça n'affectera pas une candidature. Si vous pouvez prouver que même par équivalence, vous avez validé un master. Donc là, administrativement, légalement, vous pouvez vous lancer dans une thèse. Et là, pareil, dans ce cas-là, pour compenser l'absence de notes, on regardera, pareil, l'intérêt, l'originalité, la pertinence, la- l'excellence du projet de thèse. La question suivante, donc le montant mensuel du contrat doctoral, on l'a déjà dit. Aujourd'hui, pour cette année, donc il est à peu près établi à 2 200 € brut, sachant que les salaires peuvent être revalorisés chaque année. Donc là, on vous parle de ce qui est du montant pour 2025. Concernant également les co-tutelles, on y a déjà répondu. Oui, elles sont envisageables. Laurence donc, vous a expliqué le détail et la différence entre co-direction et co-tutelle tout à l'heure. Ensuite, une question sur la durée de la thèse. Donc, est-ce que la durée de 3 ans est une limite stricte pour l'achèvement de la thèse? Donc, évidemment, non. La plupart des candidats et candidates, la plupart des doctorants, doctorantes, pardon, ne terminent pas leur thèse en 3 ans. Simplement, le contrat doctoral fléché de l'IDEA et donc le financement qui est attribué dure 3 ans. La question suivante interroge le fait que est-ce que les contrats sont-ils compatibles avec des co-tutelles de thèse? Ça, on l'a déjà répondu donc tout à l'heure. Et la suivante, pareil, on a répondu aussi parce que c'est la question des VAE donc, et des l'âge. Il n'y a pas de limite condition d'âge et le critère, c'est d'avoir la validation d'un Master 2 ou d'être en train de l'achever. Ensuite, il y a une question qui demande plus une demande d'information des laboratoires. Donc, euh, il y a une liste effectivement des laboratoires dits américanistes sur notre site, mais il faut savoir que l'IDEA, les membres de l'IDEA sont les universités et pas le laboratoire. Donc, c'est les universités ou les institutions de recherche qui cotisent et qui adhèrent à notre réseau. Ce qui fait que si vous êtes dans un laboratoire qui n'est pas américaniste, qui est par exemple, admettons, un laboratoire en éco, en sciences économiques, et au sein desquels, en fait, il n'y a pas beaucoup d'américanistes. Et vous pouvez tout à fait candidater si cet laboratoire est rattaché à une université membre. Après, les questions que le jury va se poser, effectivement, c'est par exemple la pertinence de votre direction de thèse. Est-ce que votre directeur de thèse a un lien avec les Amériques? Est-ce qu'il a une expertise de ce sujet? Est-ce que c'est justifié? C'est voilà les questions qui vont se poser. Et une question pratique pour le logement sur place, ça c'est et les responsabilités du doctorant et dans tout projet de mobilité, ou de la plupart, il y a souvent en tout cas des aides d'information.
Donc, c'est notamment le partenaire qui, parfois, donne des aides et au niveau information. Il y a des cas particuliers. Donc, certaines universités décident d'allouer une somme. C'est rare, mais ça existe aussi pour aider les doctorants. Mais c'est souvent des informations. C'est où les référents aussi IDEA parfois donnent des tips pour identifier les bons quartiers ou les bons plans parce qu'eux-mêmes, ils connaissent bien le terrain et ils connaissent bien le marché immobilier sur place. Et une question qui revient sur le niveau de langue. Donc, Françoise Coste a déjà répondu. Donc, la suivante non, c'est une question par rapport au domaine des spécialisations des pôles internationaux. Il n'y a pas de domaine de spécialisation. Là, le pari fait par l'IDEA, c'est de prendre le meilleur dossier pour animer chaque pôle. Donc, il n'y a pas eu de fléchage. Donc, c'est une politique qui pousse vraiment vers le renouveau des recherches américanistes. Donc, par exemple, cette année ou l'année dernière, on a recruté la première archéologue pour l'un de nos pôles. Donc, toutes les disciplines sont les bienvenues et toutes les thématiques. D'un point de vue, pareil, la question du logement qui revient et plus d'informations en général, c'est l'aide que tous ces réseaux qu'on a montrés va apporter pour l'identification d'un logement, mais c'est aux doctorants de trouver son logement. Et il y a une question plus pratique sur si la biographie est comprise dans le nombre de pages demandées pour le projet de thèse, et à quel point le nombre de pages est flexible, Françoise? Je pense que oui. Je pense que la biographie est comprise dans le nombre de pages. C'était ce que je disais au début. On vous demande X pages, ben, il faut respecter le nombre de X pages. Voilà. Ça fait aussi partie d'une démarche où vous prouvez que vous comprenez les consignes et que vous respectez ce que l'on a demandé. Si c'est trop long, on ne le lira pas. Et Voilà. pareil, il y a une question par Entrer dans rapport au les contenu. syndics. La question qui concerne le contenu du projet, les formats, la forme attendue pour la rédaction des projets et dans le formulaire. Donc, il faut se plier à le résumé, la méthodologie, l'originalité. Donc, il faut saisir ce format Et pourquoi un pas. conseil aussi, c'est que ce projet, vous le faites relire à votre futur directeur ou directrice de thèse. Ça va vous aider. Il va vous donner aussi des tips sur ajouter ci, couper là. Vous apprenez aussi à travailler avec lui ou avec elle en prévision des années à venir. Et tout à fait. La prochaine question concerne le profil moins classique, donc des personnes qui sont en reprise d'études. Et donc, en fait, là, il y a pas des profils en tout cas pour ça. Là, il y a un critère. Ce qui est différent, c'est être en train de finaliser un Master 2, donc, ou l'avoir finalisé. Si vous l'avez pas eu des mentions, ça va jouer dans l'expertise du dossier, mais c'est l'un des critères. Donc, le jury va expertiser les notes, les projets, l'originalité, la pertinence du projet pour les pôles. Donc, ce n'est pas le seul critère, mais en effet, si vous avez des notes et très bonne tout au long de votre carrière, bah, ça peut jouer un rôle parfois différentiel par rapport à quelqu'un d'autre qui a aussi un projet original mais qui aurait eu des meilleures notes. C'est toujours le cas dans tout type de sélection. Et par rapport à la question de la nationalité, on le rappelle, il n'y a pas de conditions de nationalité. C'est la condition, on rappelle le fait que si vous êtes en France, c'est la question d'inscription à l'université, de séjour qui vont être requises. Et si vous êtes à l'étranger, c'est à vous de vérifier les conditions pour venir en France et en vous rapprochant des campus France. Et évidemment, en dialogue avec votre directeur potentiel et l'université à laquelle vous serez rattaché. Et quelqu'un pose une question ensuite sur une aide financière ou un hébergement prévu, hébergement notamment Californie. Donc, non, il n'y a pas d'aide financière, il y a un budget d'installation parce que la question suivante est orientée vers cet élément-là. Il y a une aide financière pour l'installation, donc l'IDEA verse au laboratoire du doctorant pour qu'il puisse prendre les billets pour s'installer.
et un billet aller-retour. Donc, et un budget d'animation du pôle qui peut être jusqu'à 1 000 euros. Mais malheureusement, l'IDEA a essayé de trouver des solutions pour les pôles, notamment nord-américains. Et le cas de la Californie, en effet, est tout particulier. Mais ce n'est pas les seuls. Washington est également extrêmement coûteux. Donc, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas obtenu d'autres fonds qui nous permettent de donner d'autres conditions aux doctorants, doctorantes. Donc, il n'y a pas d'aide pour le logement. Sauf, comme je disais, parfois, certains partenaires peuvent décider de donner des informations ou de donner des aides pour ce type de situation. Et Laurence. Oui, je voudrais dire que ce sont de très bonnes questions et que ça fait partie de la manière dont on se prépare, au-delà évidemment de l'aspect scientifique qui est tout à fait indispensable et on vous a beaucoup parlé de l'excellence scientifique du dossier, mais ça peut aussi et ça doit faire partie de la manière dont on se projette dans ce projet et dans cette envie d'une mobilité, notamment dans les pôles d'Amérique du Nord. De réfléchir à ses capacités financières, à son organisation, voilà, à la possibilité de s'ajouter une charge d'enseignement en France pour compléter son revenu. Mais malheureusement, les contrats doctoraux sont des contrats qui sont encadrés par le ministère et donc tout le contrat doctoral, qu'il soit réalisé en France, d'ailleurs qu'il soit réalisé dans une grande ville de France qui peut être chère ou dans une ville qui serait moins chère pour la question du logement, en fait, tous les contrats doctoraux alloués par le ministère sont du même montant. Donc, on ne peut pas arguer du fait que ça coûte très cher d'aller à l'étranger pour faire augmenter le montant de ces contrats doctoraux. Nous, on est contraints par cela. C'est pourquoi nous proposons des solutions, on va dire, créatives. Donc, vous encourager à avoir un revenu à côté, d'une part, et d'autre part, faire jouer à plein le réseau, les anciens coordinateurs, les référents locaux, pour trouver les meilleurs moyens de se loger selon le pôle indiqué avec des gens qui ont une très bonne connaissance. Il faut savoir aussi que dans les villes universitaires et autour des campus, il y a quand même un important turnover. Les gens partent en semestre sabbatique. Il y a un certain nombre de logements qui peuvent être proposés dans les résidences universitaires. Voilà. Mais c'est effectivement un travail de préparation qui n'est pas si facile et c'est pourquoi on ne vous cache pas cet enjeu important et on est très content que vous posiez ces questions et que on encourage tout le monde à se projeter aussi dans ces enjeux, difficultés, défis que cela représente de s'installer à l'étranger pour une durée de 3 ans, même si c'est par intermittence. Alors, le complément des revenus dont parle Laurence est un dispositif qui peut être activé à la demande du doctorant et de sa direction de thèse auprès de l'université. C'est l'université qui va décider de ça. Il y a plusieurs catégories, dont 2 qui concernent potentiellement les pôles. C'est complément de revenus pour des actions de coopération internationale, complément de revenus pour charges de service d'enseignement. Donc, ce sont les 2 qui ont été utilisés par certains de nos doctorants et doctorantes. Et pour la coopération, c'est plus rare, mais on a eu un cas. Et donc, le rôle, parce que la personne fait déjà de l'animation, c'était simplement de mettre en avant son université à l'international. Ça a été le cas. Donc, elle a pu toucher un complément qui reste modeste, mais quand même enflait son salaire pour un pôle en Amérique du Nord. Et l'autre, c'est les charges d'enseignement dont parlait Françoise et qui permet de passer ses jours en France aussi, qui favorise son insertion professionnelle. Et donc aussi, ça, parfois pour les pôles américains, du coup, nord-américains, ça va aussi réduire parfois les temps de présence un petit peu et du coup, les séjours seront moins coûteux également. Car bien sûr, il est très important de préciser que dans les 3 cas, le visa que vous obtenez ne vous permet pas de travailler sur place et d'obtenir un revenu sur place. Ça, c'est très important et ça doit bien entendu être respecté à la lettre, puisque contrevenir aux conditions de son visa, c'est vraiment très dangereux. Et voilà, ça peut avoir des conséquences tout à fait néfastes. Donc effectivement, il n'y a aucune possibilité de complément de revenus sur place à l'étranger. Ça doit se faire en France et via son université. Pour ce qui est de la langue, on rappelle qu'il n'y a pas besoin d'un TOEIC ou de tout autre justificatif, certificat des langues, mais en revanche, une question sera posée lors des auditions et du coup, le jury va prendre en compte le niveau des langues et votre capacité à être sur place et sur le terrain tout de suite.
Et une question plus par rapport au contenu, et je laisse Laurence et Françoise, mais c'est une question très pertinente. Est-ce que le projet peut être en lien avec des disciplines des sciences vivantes, SPI, et donc par exemple sur la santé, traitement des données. Donc si ça peut être un sorte de projet interdisciplinaire, sciences sociales et humaines et discipline des sciences de la vie ou autre. Oui, bien sûr, tant que le laboratoire principal de rattachement reste un laboratoire de SHS, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour la question suivante, donc c'était une question sur l'inscription à l'école doctorale française pour candidater à l'IDEA. Donc, comme on l'a dit, l'inscription ne se fait pas à l'école doctorale, ne se fait pas au moment où vous candidatez. Vous devez être soutenu par une école doctorale et par un directeur ou une directrice de recherche. Mais vous vous inscrivez dans l'école doctorale qui a soutenu votre projet suite à votre sélection, si sélection il y a. Donc voilà, pour que ce soit clair, vous n'allez pas pouvoir vous inscrire tout de suite en école doctorale, sachant que vous n'avez pas encore été sélectionné pour le contrat doctoral fléché de l'IDEA. Une fois que les sélections ont lieu, nous notifions les universités et les écoles doctorales et vous pouvez commencer les démarches d'inscription. Une question à nouveau sur la co-tutelle. Est-ce que la co-tutelle peut être avec une institution hors du pôle? Donc, il me semble qu'on l'a déjà dit. Oui, c'est possible si cela est justifié. On a l'exemple avec notre coordinatrice actuelle du pôle Washington qui est en co-tutelle avec l'Université de Lille et donc qui est à Georgetown, Washington, parce que cela est justifié dans son projet de recherche et que cela fait sens. Donc, il n'y a pas d'interdiction, mais bien sûr, toujours en discussion avec votre direction de thèse et que cela fasse sens dans votre projet. En revanche, je vais faire attention au fait que les co-tutelles sont des dispositifs de coopération plus lourds. Les temporalités pour les signatures, notamment de la université latino-américaine, sont très très longues, surtout dans les publics. Et donc, et aussi, il y a des exigences, pareil pour l'Amérique du Nord, en termes de suivi des cours et autres. Donc, qui vous obligerait, si vous êtes dans un pôle américain, en co-tutelle avec une université latino-américaine, qui vous obligerait à résider un certain temps pour suivre la cours au sein de l'université de co-tutelle. Donc, ça va peut-être alourdir la chose et ça va la complexifier, ce qui ne peut pas être à votre avantage, aussi bien pour la sélection. Et si jamais vous étiez retenu malgré ça, bah pour la gestion pendant les 3 années de mandat. Mais c'est possible. Le cas qui est présent à nous, c'est avec l'Université libre de Bruxelles et Lille, mais justement parce que l'objet est un objet de circulation comme le vôtre entre Belgique, France et États-Unis. Mais donc, juste tenir compte de ça, il faut bien se renseigner sur les conditions d'éco-tutelle et bien anticiper tout cela pour que ça soit faisable aussi bien pour vous que pour le dispositif en lui-même. La question suivante porte sur comment ça va toucher le salaire. En principe, nous, on notifie rapidement l'institution et donc, dès que vous êtes inscrit et dès que le contrat est signé, vous commencez à percevoir votre salaire. Donc, on invite les universités à établir le contrat à partir de septembre parce que notre financement va de septembre à août, de septembre de l'année 1 plus jusqu'à la fin du contrat en août de l'année N+2. Et il peut y avoir des décalages parce que maintenant, avant, le ministère versait directement aux universités. Maintenant, nous gérons le fonds directement. Donc, c'est nous qui reversons à l'université. Donc, mais on fait très attention à ce que ces salaires et les universités nous font confiance en général. Elles commencent avec la notification officielle, commencent à verser. Mais on fait très attention s'il y a des problèmes en relation à ça. Mais c'est tout de suite après la signature de contrat. La question suivante porte sur les aides dès le départ pour la France si on vit à l'étranger. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Et le contrat est évalué en France. Si vous êtes à l'étranger, pour venir faire la démarche, comme expliquait Laurence tout à l'heure, et ça, c'est à votre charge. C'est vous qui devez faire le tout pour inscrire en France, pour avoir un titre de séjour en France, etc. Et c'est ensuite que l'IDEA donne un billet d'installation pour aller sur le pôle des choix de la personne. Donc, mais il n'y a pas d'aide pour venir et ensuite repartir. Non, ça c'est à la charge parce que
l'idée part du principe que du coup, ce sont les universités françaises qui font partie du réseau. Et donc, c'est en France que ça s'établit, même si le départ ensuite s'est fait en représentation de la France à l'étranger. Donc, il y a une question par rapport à quelqu'un qui a fait un master au Maroc et maintenant fait un deuxième master en France qui est en train de finir et qui se demande lesquels doit-il montrer. Vous pouvez montrer les deux. C'est notamment enfin, le dernier ou le plus en lien avec votre projet de thèse, évidemment, si vous avez à choisir, qui serait le plus pertinent. Parce que si vous avez fait un master, je ne sais pas, en plus professionnalisant au Maroc et que maintenant vous avez fait un master recherche, évidemment que le master recherche sera plus pertinent puisque vous allez ensuite et vous lancer en thèse. Donc, mais vous pouvez tout à fait joindre les autres copies. Et une question plus pratique, c'est la dernière question et on arrive presque à la fin de la session d'information, donc ça tombe bien. Et on a réussi à répondre à toutes les questions. Et la question, quelqu'un se demande si on a déjà eu des candidats qui vivaient chez l'habitant. Et non, pas de mon souvenir. En tout cas, ils ont toujours trouvé une solution d'hébergement, un studio et pour plus indépendance, un logement au sein du campus de l'université partenaire. Et c'est évidemment possible. Il y a des options un peu comme en France. Lorsqu'on est étranger, on vient faire les études en France, effectivement. Parfois, il y a des chambres chez l'habitant et c'est tout à fait possible. Il n'y a pas en tout cas des contre-indications. Ça, c'est à votre charge. On fait le suivi pour voir si vous êtes bien installé, si vous avez besoin de quelque chose. Et sinon, on demande au partenaire s'il peut ou au référent vous donner d'autres idées pour mieux vous loger. L'important, c'est que vous soyez bien logé, que vous puissiez mener à bien votre recherche et votre projet d'animation. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que je pense que nous pouvons passer donc à la clôture de cette session d'information et donc il me reste à remercier tous les participantes et leurs excellentes questions qui j'espère auront permis d'apporter beaucoup de réponses et d'éclairage à la fois sur le fonctionnement de ces contrats un peu particuliers mais tout à fait stimulants et aussi le processus de recrutement qui vous a tout particulièrement intéressé. Donc, je voudrais remercier très chaleureusement Luis Miguel Camargo et Anouk Vinci pour la préparation de cette session d'information et remercier également Françoise Coste, la présidente du jury, pour sa participation. Et je rappelle donc en guise de conclusion que la vidéo de cette session d'information est donc sera disponible très prochainement sur le site de l'Institut des Amériques et qu'il ne faut pas hésiter également à consulter d'autres petites vidéos qui sont des vignettes où les doctorantes qui sont coordinateurs et coordinatrices de pôle pour l'Institut des Amériques présentent leur travail de thèse. Et je vous renvoie également, et ce sera mon dernier mot, sur la newsletter Les Échos des Amériques qui présente aussi la réflexion des coordinateurs et coordinatrices des pôles internationaux sur leur mission justement en tant que doctorants et doctorantes. Donc merci beaucoup à toutes et tous et très bonne campagne de sélection des contrats doctoraux de l'Institut des Amériques. Au revoir à toutes et tous.